Bonjour à tous et bienvenue à notre cinquième webinaire IMI Hydronique. Je suis Antoine Jauvert, chargé du support technique et de la formation de nos clients en France, et je serai accompagné aujourd'hui de Laurent Desmar, responsable prescription sur la région Nord, et Eric Bernadou, responsable projet, afin de vous présenter ce cinquième webinaire qui sera cette fois divisé en deux parties. Une première partie aujourd'hui le 29 octobre de 11 heures à 12 heures, et puis une deuxième partie au mois de novembre. Donc quelques questions pratiques avant de commencer. Vos micros sont comme d'habitude inactifs afin qu'on puisse présenter dans les meilleures conditions. Si vous avez des commentaires ou des questions durant la présentation, vous pouvez les taper dans la fenêtre questions qui se trouve à la droite de votre écran. La présentation durera 50 minutes et nous répondrons à toutes vos questions en fin de présentation pour une session de 5 à 15 minutes. Vous serez également à participer à des sondages tout au long de la présentation. Pour ça, merci de basculer du mode plein écran au mode fenêtre via le bouton qui est prévu à cet effet à la droite. Vous pouvez basculer ensuite pendant toute la présentation entre ces deux modes via ce même bouton. Donc, pour rappel, on a débuté le 28 mai une série de 6 modules concernant les solutions hydrauliques pour répondre aux nouvelles contraintes d'optimisation énergétique et environnementale dans la construction des bâtiments. Les 4 premiers webinaires sont disponibles sous forme de replay. Aujourd'hui, jeudi 29 octobre, la première partie de ce webinaire concernant les points clés d'une rénovation hydraulique de qualité. Le jeudi 26 novembre, on présentera cette deuxième partie puisque c'est un webinaire avec beaucoup de contenu. Et enfin, on conclura le 28 janvier 2021 par le sujet de la communication digitale au service de l'optimisation hydraulique. Pour rappel, les IMI Hydronique fabriquent et commercialisent donc des produits et technologies innovantes au service de l'ingénierie hydraulique à travers 3 marques IMI Pneumatex pour la préservation de la qualité de l'eau dans l'installation et le maintien de la pression, IMI TA pour l'équilibrage et la régulation hydraulique, et IMI AMR pour la régulation thermostatique des unités terminales. Au sommaire du jour, donc cette première partie qui consistera à décrire comment réaliser un bon hydraulique de la production, un bon audit hydraulique de la production et des interfaces hydrauliques qui vont nous permettre donc de déterminer les principaux éléments à rénover, à remplacer pour réaliser une rénovation de qualité. Et la deuxième partie ensuite de ce webinaire, le 26 novembre, qui concernera l'audit hydraulique sur la distribution et les unités terminales. Alors, petit sondage avant de commencer. À votre avis, quel est le nombre de logements construits dans les années 1970 qui sont potentiellement concernés par la rénovation thermique? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Merci pour vos réponses. Je vais clôturer le sondage et partager vos résultats. Hop. Les voici, donc une majorité qui a voté pour 15 millions de logements. Donc, on va faire l'état des lieux de ces chiffres. Donc, si on regarde l'historique, l'estimation de la consommation de chauffage du parc français par année de construction, on constate donc qu'avant 1949, c'est 10 millions de logements construits avec un niveau de consommation aux alentours de 250 kWh d'énergie primaire au mètre carré par an. Entre 49 et 75, c'est 10 millions de logements également qui atteignent ce niveau de 250 kWh d'énergie primaire. Puis de 75 à 80, 4 millions de logements, cette fois-ci à un seuil de 200 kWh.
et entre 81 et 2005, 8 millions de logements qui se situent à un niveau de 150 kWh d'énergie primaire. Donc des consommations importantes, des logements, surtout entre 49 et 75, considérés comme des passoires énergétiques et donc à rénover. Ce qui nous fait un total d'environ une trentaine de millions de logements à rénover pour atteindre les niveaux de consommation espérés dans les années à venir. La rénovation comporte des enjeux et des objectifs, notamment un cadre réglementaire, des obligations liées à la loi d'application du Grenelle de l'environnement concernant le résidentiel collectif, la loi Élan concernant le tertiaire, l'application du décret tertiaire. Pourquoi on rénove également pour valoriser le patrimoine immobilier en termes de valeur locative et réduction des charges énergétiques. Et enfin, pour augmenter, améliorer notre confort, notre bien-être, notre santé. Aujourd'hui, c'est plus que jamais important en termes de confort et de bien-être au travail ou chez soi. On met un accent particulier sur ce point-là. Un tour du cadre réglementaire, donc le Grenelle de l'environnement fixe un objectif de bâtiment BBC, réalisation de bâtiments BBC et rénovation de bâtiments en BBC, donc bâtiment basse consommation, c'est-à-dire moins de 50 kWh au mètre carré par an. Et pour la rénovation, l'objectif, c'est 80 kWh. Et également une réduction de 38% de la consommation énergétique dans le parc ancien, appuyé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Concernant le tertiaire, des objectifs ambitieux. Donc, pour faire l'analogie avec le résidentiel collectif, on parlait de 30 millions de logements. Ici, dans le tertiaire, on parle de 940 millions de mètres carrés de bureaux à rénover. Pour atteindre les objectifs de 40% de réduction de consommation d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050. La rénovation peut se faire de différentes façons. Les travaux de rénovation, soit en une étape globale qui va permettre d'optimiser les coûts, l'occupation et la rentabilité énergétique. Donc une étape globale où on rénovera le bâti, les chaudières, la distribution hydraulique et on atteindra très rapidement des niveaux de consommation bas. Mais si on veut détacher, pour des raisons notamment financières, la rénovation en plusieurs étapes, alors, vous pouvez voir sur ce graphe, ici, les étiquettes énergétiques sur la gauche en fonction de la consommation en kilowattheure au mètre carré par an des logements. Donc ça, c'est les fameux diagnostics énergétiques. Pour les passoires énergétiques, on se trouve sur des logements sur des étiquettes énergétiques entre E et F, globalement. Et donc, pour pouvoir réduire drastiquement les consommations énergétiques, on a un premier choix possible, c'est d'abord de s'attaquer au bâti en rénovant les menuiseries, la ventilation, en réalisant une isolation par l'extérieur. Et on peut voir donc en rénovant le bâti qu'on peut réduire d'une ou deux étiquettes énergétiques notre logement. Si on complète par la toiture, ça fait même pratiquement 3 étiquettes énergétiques pour une enveloppe financière de 500 € au mètre carré. Donc rénovation, enveloppe et ventilation. On constate donc pas mal de moyens mis en œuvre dans cette rénovation-là. En revanche, on constate que si on commence d'abord par attaquer sur la rénovation du système de chauffage et l'optimisation hydraulique de la distribution, on atteint les mêmes objectifs très rapidement, c'est-à-dire une étiquette, voire deux, de consommation énergétique de niveau de consommation énergétique. Donc c'est un gain conséquent en termes de consommation. On est passé de passoire énergétique à
à bâtiment, normal d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et tout ça pour un coût de 40 € au mètre carré, donc en remplaçant la chaudière et en faisant une optimisation hydraulique. Donc on constate finalement que dans un premier temps, si on est un peu, si on manque d'argent, d'investissement pour réaliser cette rénovation et qu'on veut des résultats rapides, on peut d'abord commencer par l'optimisation hydraulique et la rénovation de la chaufferie et qui va nous permettre vraiment de réduire drastiquement nos consommations très rapidement. Puis ensuite, on peut s'attaquer au bâti pour vraiment optimiser le comportement de notre bâtiment, de notre logement, et atteindre enfin des niveaux des rénovations globales BBC, c'est-à-dire 80 kWh d'énergie primaire au mètre carré par an. Et on peut compléter également cette rénovation par l'intégration d'énergie renouvelable dans notre mix, ce qui va permettre d'atteindre des niveaux de consommation euh, très performants. L'optimisation de la distribution hydraulique et de la chaufferie. En théorie, on pourrait croire que les systèmes de régulation et les nouvelles technologies de chaudière, groupe froid, pompe à vitesse variable doivent nous permettre d'atteindre ces objectifs de consommation facilement et rapidement. Mais en pratique, on constate bien souvent des défauts de fonctionnement de cette distribution qui va conduire à des surconsommations énergétiques et à une usure prématurée des installations. Bien souvent, ces problèmes sont dus à un mauvais fonctionnement hydraulique. Donc, on peut avoir le meilleur matériel du monde installé dans les meilleures conditions, mais si tout ça ne fonctionne pas d'orchestre, si il n'y a pas un fonctionnement combiné de tous ces éléments, on aura un mauvais fonctionnement hydraulique et on n'atteindra pas les objectifs de réduction de consommation énergétique espérés. Pour pouvoir donc faire fonctionner d'orchestre tous ces composants, il faut réaliser un diagnostic, un audit hydraulique en 4 étapes. La première, c'est l'audit de la chaufferie ou de la production de froid. Donc, il faut vérifier la stabilité de la pression dans l'installation, la qualité de notre eau, comment sont réalisés nos appoints d'eau, est-ce qu'ils sont contrôlés, comment sont tarés nos soupapes. 2, un audit des interfaces hydrauliques. 3, un audit de la distribution, la pompe, les vannes de régulation, d'équilibrage. Et enfin, un audit des unités terminales pour vérifier leur bon fonctionnement et leur bonne régulation, que ce soit en tout ou rien ou en modulant. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Laurent Desmar pour vous présenter l'audit hydraulique de la production. Merci Antoine. Alors, je me cale juste pour pouvoir vous montrer mon écran. Voilà. Voilà, je pense que vous le voyez. Je vais essayer de cacher, je ne sais pas si vous voyez le petit élément là. Hop. Je ne sais pas comment je fais pour cacher ça. Attendez. Hop. Voilà. Excusez-moi un petit instant. Voilà. Vous voyez bien mon écran, Antoine, tu peux confirmer? Oui, oui, je confirme. Ok. Alors, lorsqu'on va faire l'audit de l'installation d'une chaufferie ou d'une production d'eau glacée, on constate et on doit relever bien évidemment les caractéristiques des matériels à disposition et employés. On doit vérifier effectivement leur performance, mais on va également faire le constat d'un certain nombre de problèmes hydrauliques, comme tu l'as dit au préalable. Ces problèmes, ce sont des problèmes de corrosion, des problèmes d'encrassement, des problèmes de casse de corps de chauffe qu'on a pu rencontrer, des problèmes de fuite, des problèmes de poche d'air et des problèmes de purge dans l'installation. Et pour ça, il va falloir qu'on vérifie l'expansion, il va falloir qu'on vérifie d'où proviennent les fuites, leurs raisons, pourquoi on doit faire des vidanges multiples, et également vérifier les problématiques de casse mécanique, comme notamment la cavitation. Le premier élément donc qu'on va devoir faire comme état des lieux, ça va être de vérifier la stabilité de la pression. Et je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, il existe une norme qui définit justement la pression dans une installation de chauffage. C'est la norme EN 12828 qui définit cette plage justement de pression. Cette plage de pression, on peut la déterminer en 4 pressions distinctes. Et si vous retenez ces 4 pressions distinctes, je dirais que vous maîtrisez complètement la stabilité de pression de votre installation. La première des pressions,
qu'on doit connaître, c'est la pression minimum d'installation. On voit ici sur l'écran la pression P0. Cette pression, elle est déterminée par la hauteur statique du bâtiment, à laquelle on va rajouter une certaine marge de à peu près 0,2 bar. C'est aussi la pression de gonflage d'un vase d'expansion fermé. À ce moment-là, l'eau dans l'installation, à cette équipe de pression, je n'ai pas une seule goutte d'eau dans mon vase. Je vais avoir ensuite une deuxième pression qu'on peut assimiler à la pression de remplissage, qui est la pression initiale. Cette pression, finalement, va permettre d'avoir une réserve minimale à l'intérieur de notre système pour pouvoir remplacer, je dirais, les éventuelles légères fuites dans une installation. Ensuite, on va avoir la pression finale de l'installation. Cette pression correspond à la pression maximale de l'installation lorsque lié à la température, l'expansion sera au maximum de cette pression. Enfin, on va avoir la pression de tarage des soupapes de sécurité, qui est l'organe qui va éviter de monter en pression excessive et éviter les casses de l'installation. En dehors de cette plage, si la pression est trop faible, on aura des problèmes de fonctionnement, on ne pourra pas apporter les calories nécessaires jusqu'en haut des bâtiments, on aura aussi des difficultés au niveau des générateurs qui sont équipés pour la plupart de sécurité de manque d'eau. A contrario, on aura également, j'allais oublier également une autre problématique, c'est que si on n'est pas suffisamment haut en termes de pression et que la pression relative est quasiment à la pression ou inférieure à la pression atmosphérique, on risquera effectivement des entrées d'air dans l'installation. Dans le cas contraire, si la pression est excessive, on risque les fuites, sachant qu'on est dans une installation à rénover pour la plupart du temps. On risquera des fuites, des ouvertures de soupapes de sécurité, et on doit avoir cette plage de sécurité d'ailleurs qui permette de la fermeture de la soupape et éviter les appoints d'eau, parce que automatiquement, si je perds d'eau dans mon installation, ma pression chutera et de nouveau, j'aurai des problèmes au niveau du fonctionnement de mon installation. Une fois ceci dit, le système qui va maintenir cette pression, c'est le système du maintien de pression. Et je dirais, lors du diagnostic, il y a 4 éléments qui vont être importants à vérifier lors de l'état des lieux. Ça va être le premier, de vérifier finalement si le système de maintien de pression est une bâche ouverte. On va y venir tout à l'heure. Si, lorsqu'il s'agit d'un vase fermé, il est bien équipé d'un système de vannes d'arrêt de vidange, notamment pour la maintenance. Ensuite, on va faire des tests également au niveau du point neutre, c'est-à-dire là où la pression statique doit être fixe au niveau de l'installation. Donc, on doit vérifier lorsque les pompes sont à l'arrêt ou en marche qu'au niveau de la prise de pression, au niveau du vase, à l'endroit où se trouve le vase, finalement, la pression ne fluctue pas. Enfin, on peut rapidement vérifier si le vase n'a pas été sous-dimensionné par erreur, finalement, une confusion, je dirais, entre volume d'un vase et volume d'expansion admissible par le vase. Les conséquences sont quasiment toutes les mêmes. On a des appoints d'eau excessifs dans l'installation, on va générer des boues, on aura des problèmes, effectivement, on a des problèmes qu'on constate lors du diagnostic, effectivement, de bruit, des purges qui sont difficiles. Pour pouvoir résoudre tout cela, il y a quasiment une seule préconisation, enfin, détaillée ici, c'est le passage à une expansion qui est fermée. Ça, c'est le premier élément à prévoir. Et cette expansion, bien évidemment, doit être déterminée, voire redéterminée en fonction des paramètres de l'installation, comme on a pu voir au niveau des pressions dans le slide précédent. Dans le cas d'une rénovation, d'ailleurs, en fonction de la place qui sera disponible, on pourra éventuellement basculer d'un système à pression statique vers un groupe de maintien de pression qui aura un rendement plus élevé. On aura la nécessité de maîtriser les appoints d'eau au niveau de l'installation, de pouvoir vérifier qu'il faudra pouvoir faire cette maintenance. Et lorsqu'on a des problèmes de purge excessive, eh bien, la nécessité de pose de purgeurs supplémentaires, voire de centrales de dégazage, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi privilégier un système d'expansion fermée? Concernant les vases ouverts, ou plus communément aujourd'hui les bâches ouvertes, c'est des systèmes qui étaient adaptés aux anciennes générations de chaufferies. En effet, à l'époque, on fonctionnait à des régimes de température élevés et à des régimes de température constante sur les installations. Le vase ouvert, d'ailleurs, avait plusieurs fonctions. La première des fonctions, effectivement, c'était l'expansion, mais il servait également, et était très utile finalement pour le remplissage de l'installation, il servait également de soupape de sécurité
Et en dernier point, également aussi de dégazeurs, à savoir que toutes les bulles générées par les hautes températures s'échappaient par ce vase. Mais aujourd'hui, les systèmes ont bien changé, on recherche la performance, et preuve en est, on indique aujourd'hui des lois d'eau dans les installations, on utilise des chaufferies avec des chaudières à condensation, on va utiliser également des pompes à chaleur avec des régimes à beaucoup plus basse température. Et la conséquence immédiate, c'est que l'eau qui va avoir ces variations de température et des températures plus basses va naturellement se charger en oxygène. Et la première chose qui va en faire les frais, eh ben, c'est cette bâche ouverte qui, vous le constaterez notamment lors de dans vos diagnostics, bah, qui perce. Ces bâches en acier, effectivement, elles sont pourries au niveau de l'installation liées à l'oxydation. D'ailleurs, les fabricants l'ont bien compris et ont modifié ces bâches au fur et à mesure qu'elles perçaient, en passant par de l'acier galvanisé. Et aujourd'hui, on les retrouve aussi en composite. Mais finalement, on ne fait que déplacer le problème et toute la boue finalement qui est générée par l'oxydation se retrouve dans l'installation. C'est antinomique si avec le recherche de la performance et la durabilité des produits qu'on recherche dans le temps. Donc voilà, l'idée c'est donc de proscrire ces systèmes, en tout cas dans les systèmes modernes. Une fois ceci dit, on va devoir vérifier les points clés de l'installation d'expansion. Voilà, on peut la résumer en 3 points clés. Le premier point, ça va être de vérifier la position de ces systèmes d'expansion fermés. Où doit-il se positionner? Eh ben, son rôle déjà, c'est de fixer le point neutre de l'installation. On le placera au plus près sur les retours de chauffage ou d'eau glacée, au plus près du générateur avant les pompes. L'objectif, en fixant ce point neutre, c'est de protéger le système de toute casse liée à la cavitation, en ayant finalement une pression positive en tout point de l'installation. Deuxième élément qu'il faut. Alors, également, j'allais oublier également l'ajout éventuel d'un vase intermédiaire. En effet, pour que ce système fonctionne correctement, la vessie du vase d'expansion est en butyle pour être très performante et le plus étanche possible à la diffusion de l'air dans l'installation au travers de ce système sous pression. Cette vessie a une plage de température admissible entre 5 et 70 degrés. Donc, vous devrez constater lors du diagnostic la présence, si vous êtes en dehors des plages de température, d'un vase dit intermédiaire, certains peuvent l'appeler vase de refroidissement, qui permet de protéger notamment ce vase et surtout cette vessie des températures excessives ou trop froides dans le cas du système d'eau glacée. Le deuxième point important à vérifier, c'est la présence d'une vanne d'arrêt de vidange. L'objectif, c'est de pouvoir entretenir notre vase d'expansion tout au long de la durée de vie de l'installation et surtout de pouvoir le contrôler. Voilà, on doit contrôler notamment dans le cas de systèmes dits à charge fixe, la pression de gonflage, vérifier qu'il n'y a pas de diffusion d'air, etc. au niveau de l'installation. Troisième point important à vérifier, c'est de vérifier le diamètre de la conduite de liaison entre le vase et l'installation. En effet, en fonction de la puissance du générateur, on va devoir parfois avoir une expansion qui risque d'être rapide, notamment sur des circuits courts primaires. Si le diamètre n'est pas suffisamment important, finalement, on risque l'ouverture des soupapes au niveau de l'installation. La sélection des soupapes, justement. Les soupapes sont là pour prévenir des surpressions dans l'installation et est un organe de sécurité. Il est défini, comme on l'a vu tout à l'heure, par la norme EN 12828. L'objectif, la EN 12828 définira le tarage minimal de l'installation, mais on fera en sorte finalement de choisir, de sélectionner ces soupapes de façon à protéger l'élément le plus sensible de l'installation. L'élément le plus sensible qui n'est pas forcément le générateur d'ailleurs, sachant qu'on est en rénovation, ça peut être effectivement des radiateurs ou des colonnes qui sont en plus mauvais état ou qui seront peut-être remplacés dans un deuxième temps dans un autre appel d'offres éventuellement. On doit s'attacher bien évidemment à vérifier la cohérence de ces soupapes avec les préconisations maximales des constructeurs au niveau, ça on pourra le vérifier notamment sur les plaques cinétiques des générateurs. Bien évidemment, on devra également vérifier la non-présence de vannes d'arrêt qui interdiraient justement leur ouverture. Car quand une soupape de sécurité ne s'ouvre pas, on risque l'explosion. Mais je pèse mes mots, car dans un système fermier en acier,
un degré d'élévation de température, c'est 4 bars d'élévation de pression statique. Vous imaginez rapidement, lorsqu'on va chauffer, on court directement à la catastrophe. Lorsque les soupapes vont s'ouvrir, bien évidemment, on va devoir ensuite compenser ces pertes d'eau par des appoints d'eau. Ces appoints d'eau seront multiples tout au long de la durée de vie de l'installation, mais on va devoir les contrôler. On va devoir les contrôler, les maîtriser. En effet, il y aura des maintenances au niveau de l'installation. Malheureusement, il y a aussi des maintiens de pression qui sont parfois défaillants. Il y en a également des fuites qu'on va devoir combler. Et comme on l'a vu au préalable, si la pression n'est pas suffisante, on a des problèmes de fonctionnement. Je rappelle d'ailleurs que la directive VDI 2035, qui est la norme de la qualité d'eau en Allemagne, je rappelle également qu'on n'a pas de normes dédiées au niveau européen ni au niveau de la France. Cette norme, qui est prise en considération par bon nombre de constructeurs, notamment les Allemands bien évidemment, indique une valeur maximum d'un point d'eau permise qui doit être inférieur à 2 fois le volume de l'installation. Ça paraît beaucoup, mais c'est cet appoint-là maximum et pour l'ensemble de la durée de vie de l'installation. Donc, on comprend bien qu'on va devoir maîtriser ces appoints et surtout les quantifier. On a pour cela 2 possibilités. La première, c'est d'utiliser un appoint d'eau manuel équipé d'un compteur. Voilà, ça, dans le diagnostic, c'est très important de vérifier qu'il y a bien un compteur et que tous les appoints soient consignés dans sa cahier de chaufferie, de façon à connaître l'historique de l'installation et finalement l'état de notre installation. Deuxième possibilité, peut-être un peu plus moderne, mais à laquelle il faille faire attention, c'est de vérifier si on a un appoint automatique, qu'il est bien équipé d'un comptage et d'une alarme, qui sont d'ailleurs aujourd'hui en général pilotés par le groupe de maintien de pression moderne. Bien évidemment, ces appoints d'eau, comme l'eau de remplissage, doivent être en corrélation, en cohérence avec la typologie des matériaux au niveau de l'installation. J'entends par là, on doit vérifier effectivement que les pH sont adaptés, les TH et également la conductivité. Si l'appoint d'eau est directement connecté au réseau sanitaire, il doit être équipé d'un disconnecteur. C'est obligatoire, comme le rappelle également la norme, le N1717. Bien évidemment, on ne doit pas polluer le réseau sanitaire avec de l'eau de chauffage. Ceci étant dit, on arrive à la prévention de cette corrosion. L'air, ça va être finalement l'élément le plus commun de la corrosion qu'on retrouve dans nos installations, c'est l'oxydation. Bien évidemment, il y a d'autres éléments de corrosion, comme la corrosion galvanique, des corrosions par piqûre, mais là n'est pas le propos. L'air, comment on le retrouve dans l'installation? On va le retrouver sous 3 formes. On le retrouve forcément en remplissage de l'installation. On le retrouve sous quelle forme? Eh bien, tout simplement par des problèmes de poche d'air. Au niveau du remplissage, ces poches d'air vont être accumulées en partie haute de l'installation et on va traiter ces poches d'air par des purgeurs. Voilà, des purgeurs automatiques qui doivent être également performants. La deuxième forme d'air qu'on va retrouver dans l'installation, ça va être la génération de microbules qu'on va retrouver notamment sur les plus hautes températures au niveau des générateurs. D'ailleurs, on retrouve la façon de gérer ces microbules. On va les collecter au moyen de séparateurs de microbules. C'est un système en fait qui va récupérer la totalité du débit de l'installation à travers ce qu'on appelle des hélistyles. Ces hélistyles vont regrouper ces microbules en plus grosses bulles jusqu'à former une couche, une poche d'air qui sera extraite par un purgeur. Je rappelle qu'un purgeur purge et un séparateur sépare, comme indique le français. Ces systèmes sont finalement des systèmes passifs de l'installation. On les retrouve régulièrement dans les diagnostics d'installation. Il y a une troisième forme qui est plus méconnue, pourtant qui existe depuis toujours dans les installations, mais pour laquelle finalement on doit de plus en plus faire face à ces méfaits. C'est l'air qui est dissous. Comme il n'est pas visible, on n'en tient malheureusement pas suffisamment compte. Et d'ailleurs, pour pouvoir traiter cet air qui est dissous, à la différence d'un système dit passif, on va devoir le traiter de 2 manières possibles. Il y a 2 principes physiques pour pouvoir extraire cet air qui est dissous dans l'eau. Le premier, c'est de chauffer l'eau. Mais malheureusement, si on recherche des systèmes performants, on va pas s'amuser forcément à chauffer l'eau pour pouvoir la refroidir ensuite. C'est encore plus criant si on est dans une production d'eau glacée. La deuxième possibilité, qui est connue, qui est facile à comprendre,
c'est une chute de pression au niveau de l'installation. Comment on effectue une chute de pression? Bon, on prend l'exemple type, l'analogie, c'est que vous ouvrez une bouteille de Perrier. Vous voyez, quand vous avez une bouteille de Perrier, au début, on ne voit pas l'air, le gaz carbonique qui est contenu. Ou plus sympa, de façon plus sympa, on va dire la bouteille de champagne. On ouvre rapidement le bouchon et automatiquement de l'air s'échappe. Et bien, la centrale de dégazage va reprendre ce système de dégazage et va être important notamment dans nos installations modernes. Justement, à quel moment on va devoir utiliser le séparateur du microbule ou le dégazeur qu'on va devoir utiliser de plus en plus? Mais il y a deux paramètres importants à prendre en considération lors du diagnostic. Ça va être le régime de température de l'installation et la hauteur statique du bâtiment. Je rappelle par là, je remets mes petits éléments. La hauteur statique, ça va être le point le plus haut où vont se trouver les purgeurs jusqu'à la chaufferie. Donc ça va être tout ce poids d'eau qu'on va devoir gérer au niveau de la pression, qui va se retrouver au niveau du point neutre. Et la température, ça va être notre régime de fonctionnement. Si aujourd'hui on travaille avec des lois d'eau, là on prend l'exemple de type, une loi d'eau qui va fonctionner d'un 30 à 80 degrés, on s'aperçoit sur la zone notamment en gris foncé, de l'utilisation de ces microbules et de leur efficience. Là, c'est très efficient effectivement pour récupérer ces microbules. Et on s'aperçoit que finalement, on a des hauteurs statiques relativement faibles au niveau de l'installation. Donc, rapidement, on va devoir compléter l'usage de ces séparateurs de microbules par ce qu'on appelle donc des centrales de dégazage. C'est quelque chose effectivement qui est un peu plus nouveau pour certains d'entre vous, mais qui va être important pour pouvoir garder une efficience sur l'installation. Au niveau de la séparation des boues, les boues sont inéluctables dans l'installation. Elles sont présentes bien évidemment au moment du diagnostic, comme on a pu le prévoir dans les désordres, mais elles vont continuer d'être générées tout au long de la durée de vie de l'installation. Il y a 4 grands principes pour pouvoir séparer les boues. Le premier principe, c'est la filtration. On retrouve d'ailleurs des filtres de différentes manières. On peut les retrouver en ligne ou en dérivation, sous forme de poche. On va retrouver une autre type de séparation, c'est la décantation par gravitation. On va faire réduire la vitesse à travers un volume plus grand et à des élastiques qui vont collecter ces boues et celles-ci vont tomber par gravitation. Le troisième principe, à la différence, ce sera le principe de l'inertie. Là, on va utiliser justement l'accélération de vitesse, le principe des manèges, si vous préférez, qui va collecter les boues par effet d'inertie. Et le quatrième principe physique, c'est le magnétisme, c'est l'aimantation pour aller chercher un type de boue qui est l'aimantation. Souvent, la plupart des systèmes qu'on va retrouver au moment du diagnostic, on va avoir des mix effectivement entre filtre, magnétisme, séparateur et magnétisme. L'idée qu'on va se poser finalement, quel est le plus efficace au niveau de l'installation? On doit répondre finalement à un cahier des charges qui se retrouve en 4 points. Le premier, c'est de traiter un maximum de volume en un minimum de temps pour éviter le dépôt dans l'installation. En effet, une fois que les poules sont déposées, on va créer du désordre dans l'installation. Pour cela, on utilisera finalement la totalité du débit, on privilégiera les systèmes à totalité de débit. Ensuite, il faudra éviter de bloquer le flux. C'est la problématique qu'on peut avoir avec les filtres en fonction du diamètre de maillage. De la même manière, ces filtres, la difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'on va éviter aussi de bloquer le débit dans l'installation. Au niveau de ces filtres, on peut aussi créer une perte de charge élevée lorsqu'ils vont vite se colmater. Donc ça, c'est pas forcément la chose la plus adéquate, car je rappelle, une delta P élevée va finalement déstabiliser, va rendre un déséquilibre hydraulique au niveau de l'installation en créant des accélérations par d'autres endroits. Et ces accélérations, d'ailleurs, risquent de créer d'autres bouts en détachant les magnétiques qui sont encore collés au niveau notamment des émetteurs, au niveau des tubes. Je rappelle que fondamentalement, la magnétite est aussi une couche protectrice qui inhibe la corrosion. Ce sont les changements de vitesse finalement qui vont créer et affecter cette vitesse de corrosion, qui vont affecter et créer encore davantage de boue. Enfin, le troisième point, je dirais, c'est d'avoir un système de traitement des boues qui est facile à entretenir et facile à utiliser.
La preuve en est, quand vous faites le diagnostic, vérifiez déjà s'il y a une présence de pot à bout. S'il y a un pot à bout et qu'il n'est pas utilisé, c'est que finalement, il ne sera pas efficace. Dernier point, il faut privilégier la prévention sur le long terme plutôt qu'une opération simplement curative ponctuelle, car je vous dis, les bouts seront présents tout au long de l'installation. Et donc, fort de ces 4 traitements, et je dirais ma préférence va sur le principe des séparateurs cycloniques qui regroupent, je dirais, qui est le meilleur compromis entre une rapidité de fonctionnement, éviter un blocage de flux et facilement avoir par une simple purge un nettoyage rapide de l'installation. Où doit-on positionner ces séparateurs? Eh bien, on doit les positionner près de l'élément qu'on doit protéger. Et les éléments qu'on doit protéger, c'est évidemment le générateur, mais aussi le système d'expansion, car on a vu sans expansion, on court à la catastrophe. Donc, c'est sur les retours qu'on les retrouvera juste avant le vase d'expansion. Il y a une deuxième possibilité aussi qui peut être intéressante en termes de complément, c'est de positionner des séparateurs sur les retours constants des départs, car là, on pourra traiter la totalité du débit avant les 23 voies. Et c'est un système qui se révèle très efficace justement sur ces installations, car il traite beaucoup de débit et finalement, quand les diamètres sont peu importants, c'est des systèmes qui sont peu coûteux et faciles à entretenir. Enfin, pour résumer mon propos, la prévention vaut toujours mieux qu'une réparation. C'est pour ça que lorsqu'on aura fait notre diagnostic, il faudra prescrire un certain nombre d'éléments et retenir de ces, je dirais, 4 éléments pour éviter les bouts dans l'installation et l'air dans le système. Le premier, c'est d'avoir un dimensionnement correct de l'expansion, choisir des produits de haute qualité avec des vessiers en butyle notamment. Le deuxième, c'est d'avoir une séparation permanente de l'air dans l'installation. Le troisième, c'est une maintenance et un suivi annuel de l'expansion qui est obligatoire, d'où la maintenance. Et le quatrième, c'est bien évidemment de contrôler la qualité d'eau et d'avoir une maintenance régulière de nos séparateurs de particules. Mais je laisse la parole à Eric pour la suite de la présentation. Très bien. Merci bien, Laurent. Je mets en diaporama. J'espère que vous pouvez voir ma présentation. Bonjour à tous. Donc ici, on a vu évidemment l'importance de maîtriser la pression, d'éviter les entrées d'air, avec l'air, l'oxygène, donc de la corrosion, présence de boue. Et quand on a ces éléments-là dans l'installation, avoir des éléments efficaces pour les retirer. Alors je dirais maintenant, voilà, vous êtes dans votre chaufferie ou au niveau de la production de froid. On démarre les pompes, le fluide part sur l'installation et le premier élément que l'on va rencontrer, c'est ce qu'on appelle des interfaces hydrauliques entre la production et la distribution. Interface hydraulique, ce sont divers éléments de bypass casse-pression, bouteille casse-pression différentielle, bouteille d'équilibre, divers éléments qui vont faire une séparation hydraulique entre le primaire et le secondaire, qui ont été beaucoup utilisés, qui le sont encore évidemment de nos jours. Alors, on a tendance à les supprimer avec des chaudières qui acceptent le débit variable ou des groupes de froid, mais on a quand même besoin de ces séparations hydrauliques sur l'installation. Donc ici, on va prendre quelques minutes pour voir les éléments d'attention quand on rénove une installation, savoir est-ce que ces éléments, il va falloir les revoir ou est-ce qu'on peut les utiliser tels qu'ils sont. En termes de conception, dimensionnement, les effets de débit parasite, comment on va régler ce problème-là, notamment au niveau des ballons de stockage, et puis également une problématique hydraulique extrêmement courante, ce qu'on appelle la compatibilité des débits. Alors, je vais commencer ici par ces diverses interfaces. On va rencontrer en premier lieu, je dirais, une chaufferie très souvent, ce qu'on appelle la bouteille casse-pression. D'ailleurs, au passage, il n'y a qu'en France qu'on appelle ça bouteille. Dans aucun autre pays, ils appellent ça, ils traduisent ça en bottle ou je ne sais quel mot dans leur langage. Ici en France, bon, bouteille, en fait, on veut dire que c'est un élément qui est surdimensionné. On a la règle de ce qu'on appelle la règle des 3D. Je ne vais pas trop m'y étendre, mais juste pour rappel, voilà, la règle des 3D pour dimensionner ces bouteilles casse-pression, c'est simplement de dire, voilà, on va dimensionner ce bypass à 3 fois le diamètre d'alimentation. Donc, vous avez le diamètre d'alimentation ici, venant des chaudières. Ce bout de tuyau est surdimensionné à 3 fois ce diamètre. Et également, on va décaler les piquages de 3D, c'est-à-dire que l'eau ici qui arrive de la chaufferie, qui est à haute température, qui a tendance à monter dans la bouteille, on la reprend plus bas de façon à remplir en eau chaude tout l'eau de la bouteille. Et puis, le deuxième piquage qui part l'installation, on va le décaler également en 3D.
on va prendre 6 fois le diamètre entre le dernier piquage qui part sur l'installation et le retour au niveau des chaudières. Et puis également, on retrouve ces 3D sur les piquages au niveau des retours froids de l'installation. Retours relativement froides, hein, si on est en chauffage, c'est l'eau de retour de l'installation. L'eau qui a tendance plutôt à descendre, on la reprend plus haut pour remplir en eau froide tout le bas de la bouteille. Et vous voyez ici qu'on prend des précautions pour faire en sorte de séparer l'eau chaude de l'eau froide et éviter d'avoir des débits parasites. Et cette règle des 3D, eh bien 3D, c'est un maximum. On oublie souvent ça. On ne voudrait pas mettre 4D, 5D, surdimensionner cette bouteille parce qu'à ce moment-là, on aurait des problèmes de débit parasites et de remélange entre l'eau chaude et l'eau froide. Et au passage, quand on regarde la rénovation d'une installation, quand on parle du diamètre d'alimentation, il va falloir vérifier est-ce que ce diamètre d'ailleurs n'est pas surdimensionné par rapport à la rénovation que vous avez pu envisager de votre chaufferie, parce que s'il est surdimensionné, eh bien si on prend 3 fois ce diamètre, ça veut dire qu'on a pour le coup une bouteille qui est elle-même surdimensionnée. Donc il faudra faire, ça sera les points d'attention. Pourquoi est-ce que l'on surdimensionne cette bouteille? D'ailleurs, il faut s'en rappeler. Pourquoi est-ce qu'on fait cette règle des 3D, où il a été fait cette règle des 3D? On surdimensionne pour faire chuter la vitesse de circulation dans cette bouteille. Et à l'époque, j'ai envie de dire, on utilisait cet élément-là, puisqu'on a une faible vitesse, on a l'air qu'on pouvait dégazer. Ici, on a un purgeur en haut de la bouteille et les bouts qu'on pouvait décanter. Donc, on a une chasse au bas de la bouteille. Et c'est pour ces raisons qu'on surdimensionne cette bouteille pour l'utiliser également en dégazeur et décantation pour les bouts. Si on a d'autres systèmes, comme décrit par Laurent, efficaces pour faire ça, eh bien, finalement, ce surdimensionnement de bouteille n'est pas réellement nécessaire. Et également, si la bouteille devait se retrouver à l'horizontale, évidemment, il n'y a aucune nécessité, puisqu'à ce moment-là, on ne peut pas dégazer ni décanter sur cette bouteille-là. Ça, c'est des règles qui sont utilisées en chaud. En froid, ici, c'est le côté droit de cette présentation, eh bien, on ne va pas utiliser la règle des 3D, parce que là, on a un risque réel de bicirculation en froid, puisque la différence de densité entre l'eau froide et l'eau chaude en froid, comme on a des delta T de 6 degrés, des delta T plus petits, on a peu de densité de fluide, donc très vite, on a des phénomènes de bicirculation en froid. Donc, absolument, on ne va pas aller à 3D, on va aller à 2D maximum, voire un même diamètre de tuyauterie. Notez que quand on met un même diamètre de tuyauterie, on a déjà cassé la pression différentielle. Parce que 1 mètre de tuyau, quelle est la perte de charge d'un mètre de tuyau? Bien, c'est 10 mm au mètre, 15 mm au mètre. Ça veut dire que si vous avez 2 mètres ici de tuyauterie, eh bien, vous avez 20 mm de perte de charge, 2 cm de hauteur d'eau. Ce n'est pas beaucoup par rapport aux hauteurs manométriques des pompes qui font 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres de hauteur manométrique. Donc, un simple diamètre suffit déjà à casser la pression différentielle. On ira à 2D pour s'assurer qu'il y ait vraiment qu'on a vraiment complètement cassé cette pression différentielle, qu'il n'y a pas d'interférence hydraulique entre le primaire et le secondaire. Mais au-dessus, là, on prend le risque en froid d'avoir ces bicirculations. Et notamment, si on a mis des ballons tampons, alors soit pour des raisons de stockage de froid, ou alors pour ce qu'on appelle le fonctionnement en anti-court-cycle, c'est-à-dire éviter d'enclencher les groupes de froid et de les déclencher. Donc, on met une réserve, une capacité qui va temporiser ces enclenchements et ces déclenchements. Mais là, il faudra faire attention, je vais y revenir après, sur le piquage que l'on fera sur ces ballons, ou du moins vous aurez à vérifier en rénovation comment sont faits ces piquages et s'il n'y a pas de problème de débit parasite sur ce ballon. Le point qui se pose quand on regarde ces dimensionnements de ces bipasses, c'est finalement quel doit être le critère de dimensionnement? Comment est-ce que je décide de ce diamètre? On a vu la règle des 3D ou la règle des 2D, mais finalement, ce diamètre de tuyauterie, il est dimensionné en fonction de quoi? Eh bien, comme tout élément d'hydraulique, il est dimensionné en fonction du débit qui passe dedans et de la perte de charge. La perte de charge, on veut qu'elle soit minimale. 0,5 kPa à peu près, entre 0,5 et 1 kPa de perte de charge sur cet élément-là. Donc, on aura fait la séparation. Le débit, eh bien, quel est le débit qui passe dans ce bipass? Le débit, eh bien, si on prend cet exemple sur cette installation ici, j'ai 4 groupes de froid, on prend un exemple en froid, on aurait la même chose en chaud, eh bien, le débit dans ce bipass dépend de quoi? Il dépend de la puissance que je fournis avec les pompes primaires par rapport à la puissance que je consomme avec le débit que je consomme au niveau secondaire. La différence entre le débit que je fournis au primaire et celui que je prends au secondaire, eh bien, la différence va passer dans ce bipass. Ça va?
Donc finalement, ce que l'on doit regarder, c'est quel est le débit maximal qui peut passer dans ce bypass. Alors certains disent, on va le dimensionner pour le débit total de l'installation. Ouais, mais ce n'est pas une situation normale, ça. Pourquoi est-ce que j'aurai mes 4 groupes de froid qui seraient enclenchés, je fournis 100% de débit et je ne consomme rien dans mon installation, donc tout passe dans le bypass. Ce n'est pas une situation qui est normale. Donc en fait, on va regarder point à point, en fonction d'un groupe de froid enclenché, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, et en fonction de la consommation de l'installation, quel est le débit maximal. Et ça, on doit envisager 2 cas de figure. Premier cas de figure, je suis en régulation dite modulante. En régulation modulante, eh bien à ce moment-là, la relation entre la puissance que je consomme dans l'installation par rapport au débit, eh bien c'est cette courbe ici en violet. On a cette relation qui est caractéristique de tous nos systèmes que l'on a à réguler dans notre domaine thermique du bâtiment. Eh bien, voilà la relation entre la puissance et le débit. Eh bien, on voit ici qu'à 50% de puissance, par exemple, eh bien, pardon, à 50% de puissance ici, je consomme ici 20% de débit. 50% de puissance, 20% de débit, en fait, 50% de puissance, ça veut dire que j'ai 2 groupes de froid qui sont enclenchés sur 4, en supposant qu'ils ont tous la même puissance. Eh bien, 2 groupes, ça veut dire qu'ils fournissent 50% de débit. Je prends ici 20% de débit, la différence, 30%, passe dans le bypass. Je regarde ça point à point et je vais regarder dans quel cas j'ai le maximum de débit qui peut aller dans mon bypass. Et si vous le faites point à point, dans ce cas de figure, vous allez trouver que c'est 58,5%, on va dire 60%. Au maximum, il passera 60% de débit dans ce bypass et on va le dimensionner. Si on a mis une vanne active de pression différentielle ou une vanne motorisée pour assurer le débit minimal sur les groupes, elle sera dimensionnée pour ce débit de 60%. Regardons maintenant ce qui se passe si on est dans le cas d'une installation travaillant en tout ou rien. Eh bien, le comportement est différent, puisqu'en tout ou rien, eh bien, finalement, la relation puissance en fonction du débit, c'est une droite ici. À 50% de puissance, j'ai besoin de 50% de débit. À 100% de puissance, j'ai besoin bien sûr de 100% de débit, et etc. Donc, c'est quelque chose de linéaire. On va faire exactement la même chose. On regarde quel débit je prends en fonction de la puissance, quel débit je fournis au niveau des groupes de froid, et on regarde quel est le maximum. Et dans ce cas-là, c'est 32% qui peut passer au maximum dans ce bypass. C'est juste ici le constant. Hein, si je travaille en tout ou rien, eh bien j'ai un bypass sur lequel j'aurai au maximum 30% de débit. Donc en réalité, si vous faites ce calcul-là pour vos installations, vous allez trouver un débit généralement qui va se situer entre 30% et 60% du débit nominal de votre chaufferie ou des groupes de froid. Donc voilà un élément pour le dimensionnement. Je vous ai parlé du piquage dans le cas où on a un ballon de séparation hydraulique entre le primaire et le secondaire. Ça, c'est un cas de problème hydraulique classique que vous devrez impérativement vérifier. Si vous voyez dans votre installation un ballon, vous devez de suite vous poser les questions. Attention, qu'est-ce qui se passe dans ce ballon? Et finalement, comment est-ce qu'on va voir ce qui se passe dans ce ballon? C'est par des relevés de température. Ici, ce sont des températures qui ont été relevées sur l'installation en réel. C'est la photo que vous avez ici en haut à droite, avec un groupe de froid, un ballon de découplage entre les deux, donc surdimensionné, volontairement surdimensionné. Et voilà comment s'établissent les températures de cette installation. On souhaiterait avoir du 6 degrés sortie groupe et 12 degrés dans l'installation. Eh bien, on s'aperçoit que dans ce ballon, il y a des débits parasites. Une partie de l'eau froide est réinjectée dans le retour des groupes de froid. Une partie de l'eau chaude de retour va directement ici sur le secondaire. Et finalement, vous avez une température, si vous regardez vos thermomètres, vous avez sur votre installation 10,3 degrés au maximum au lieu des 6 qui sont normalement requis. Et puis une température de retour à 14,3 et les températures de retour vers les groupes de froid et températures de retour de départ des groupes de froid. Voilà comment vont s'établir les débits ici dans ce cas de figure d'installation. Eh bien, une astuce, et là c'est une astuce, hein, aucun fabricant ne va rien dans ce cas-là, c'est tout simplement de dire pour casser cette bicirculation, ce que l'on va faire, c'est plutôt que de faire un raccordement en 4 piquages sur ce ballon, vous voyez, 1, 2, 3 et 4, on va faire un raccordement en 3 piquages. Pour ça, le tuyau de retour ici, on vient directement le raccorder sur le tuyau de retour vers les groupes de froid. Ici, on a donc coupé ou mis une vanne d'arrêt pour couper le piquage qui allait sur le ballon. Et vous voyez maintenant, votre bypass, c'est en fait le ballon et c'est également ce bout de tuyau qui relie le piquage jusqu'au ballon.
dans ce bout de tuyau qui est du même diamètre, on ne peut pas avoir deux sens de circulation. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on a cassé le débit parasite, la bicirculation, en faisant simplement ce changement de piquage. Et de suite, vous voyez vos thermomètres qui affichent les nouvelles températures. Vous obtenez du 6 sur votre installation, du 12 au retour si on est en condition nominale, et les températures sur le retour de groupe de froid. Donc ça sera un impératif à vérifier sur les installations. Autre problème classique avec ces interfaces hydrauliques, ces bouteilles casse-pression, alors ça, je dirais, c'est un des problèmes les plus faciles en hydraulique et également un des plus courants que l'on rencontre sur les installations. Dès que l'on a un bypass, bouteille casse-pression, ballon, simple bypass, que ce soit en chaufferie ou que ce soit en sous-station, eh bien, il faudra s'assurer de ce qu'on appelle la compatibilité des débits. Compatibilité des débits, ça veut dire, ici dans cet exemple, j'ai mes chaudières qui fournissent de l'eau à 80 degrés et je fournis 100% du débit quand les deux chaudières sont enclenchées. 100% du débit. Maintenant, si la pompe secondaire, pour des raisons diverses, la pompe secondaire est surdimensionnée, si elle prend trop de débit par rapport à ce qu'il faut, et souvent les pompes sont surdimensionnées, on prend des facteurs de sécurité, qui peut le plus, peut le moins, en gros, donc on met des pompes plus grosses que prévu. Il y a une étude il y a quelques années de ça menée par le COSTIC, vous avez le centre de recherche et de formation en région parisienne, qui a étudié le dimensionnement des pompes sur nos installations. Ils ont pris des installations existantes et ils ont regardé les pompes qui étaient installées par rapport à la pompe qu'il faudrait normalement, en réétudiant correctement et complètement le circuit. Ils ont constaté que dans 9 cas sur 10, les pompes étaient surdimensionnées. Et surdimensionnement, ils considéraient qu'on était surdimensionné si la hauteur manométrique était de 50% au-dessus de la valeur souhaitée. Donc, vous voyez, dans 9 cas sur 10, on était à 50% au-dessus de la valeur souhaitée. Ici, si cette pompe prend 150% de débit alors que je fournis ça, comment c'est possible ça? Eh bien, elle va prendre 100% venant de la chaufferie et les 50 qui lui manquent vont revenir par le retour ici. Je mélange de l'eau froide avec de l'eau à bonne température pour une eau qui est dégradée sur ma température secondaire. Et donc, pour éviter ça, certains disent ah, j'ai un problème, j'arrive pas à chauffer, je vais mettre une pompe encore plus grosse. Ou alors, je vais pousser les chaudières de façon à avoir une température supplémentaire sur mon installation pour essayer de combattre ça. Ou certains disent ouais, mais c'est pas trop grave puisque j'ai pas la température ici, mais j'ai un surdébit, donc ça devrait compenser. En fait, ça ne compense pas. Si vous regardez ici les courbes d'émission de vos différents émetteurs, que ce soit des radiateurs, planches chauffantes, vos centrales de traitement d'air, bien, vous regardez ici, si je fournis une eau à 71 degrés, eh bien, je m'aperçois que ma puissance chute de 20%. D'accord ? Je devais avoir 100%, j'ai 20% de chute de puissance. Et par contre, si j'ai 150% de débit, c'est vrai que j'ai augmenté ma puissance, mais je l'ai augmenté que de 10%. Je n'ai pas pu rattraper le manque de puissance qui me manquait. Et plus vous allez augmenter le débit, plus ça va s'aggraver, puisque vous avez beau augmenter le débit, vous saturez en émission, vous ne pouvez pas émettre davantage. Vous allez même constater qu'à un moment donné, vous allez même chuter en puissance quand vous continuez à augmenter le débit à 200%, 250% dans un émetteur. Et vous dégradez la température. Par contre, votre puissance va chuter fortement. Donc, vous ne pouvez pas, il faut oublier le fait de compenser un manque de puissance parce que la température est dégradée par des surdébits sur l'installation. Également, je voulais le citer parce que c'est un point important, on pense souvent aux bouteilles ou aux casse-pression qui sont en chaufferie au niveau de la production de froid. Mais on va rencontrer ce problème d'incompatibilité de débit sur la distribution. Vous savez, il y a des installations, par exemple, au lieu d'avoir une bouteille, on fait une boucle de distribution ici. Et sur cette boucle, on vient raccorder tous les circuits. Ça, c'est très courant et ça fonctionne très bien. On a bien fait une séparation hydraulique entre le primaire et le secondaire de l'installation. Sur ce genre d'installation, on constate que certains disent bah, c'est bizarre, ça fonctionne bien. Et puis, il y a des moments, on a des circuits qui s'écroulent en température et puis ça passe. Et à d'autres moments, ça y est de nouveau, le problème revient. Enfin, c'est pas continu. Il y a certains moments où on a ce problème-là. En fait, le problème apparaît d'incompatibilité de débit sur ce genre de montage à charge quand on va avoir une relance ou une demande forte de puissance. Ce qui va se passer ici, si on fournit 100% de débit, ici, avec la production, et puis si vous avez un mauvais réglage de vos circuits secondaires, ici, supposons le premier circuit, au lieu de prendre 50%, il prend 60%. Bon, c'est 10% en plus, c'est pas énorme. Certains pourraient penser que c'est pas énorme. Et puis le circuit suivant ici, même chose, au lieu de 50, il prend 60.
Dans cette installation, je fournis 100% à la bonne température. Le premier circuit prend 60%. Ça veut dire qu'il reste combien pour le suivant? Il reste 40%. Mais le circuit suivant veut aussi 60. Donc, il prend 40 sur le primaire et les 20% qui lui manquent, il va les prendre sur son propre retour ici. Vous avez de l'eau qui remonte dans le bypass qui est en bout de ligne ici, 20% d'eau chaude, je suis dans un circuit de froid, qui vont se mélanger avec de l'eau à bonne température à 6 degrés pour faire une température qui n'est pas correcte pour ce circuit. Et les gens se plaignent, on n'a pas les bonnes températures de climatisation, on n'arrive plus à déshumidifier à certains moments de ce circuit. Pourtant, on a mis des flèches, vous savez, sur la tuyauterie, on met des flèches, comme la photo qui est ici en haut à droite, on met des flèches, le sens de circulation, normalement, devrait être dans ce sens-là. Eh bien non, à certains moments, l'eau décide de circuler dans le mauvais sens dans ce bout de tuyau. Alors, quand on s'en aperçoit, on dit, tiens, ça quand même, l'eau va dans le mauvais sens, et bien très vite, certains disent, ben, on n'a qu'à mettre un clapet anti-retour ici. Comme ça, si l'eau veut remonter, le clapet se ferme, niette, je ne peux plus passer, et à ce moment-là, on a solutionné le problème. Oui, mais attention, hein, si le clapet se ferme, ça veut dire qu'on n'a plus de bypass. On n'a plus de séparation hydraulique entre les pompes primaires et les pompes secondaires. On a des pompes qui se mettent en série dans l'installation et là, vous rencontrez tous les dysfonctionnements possibles au niveau de l'hydraulique. Donc, surtout pas de clapet anti-retour ici sur ce bypass. Alors, certains disent, ouais, je vais mettre une vanne à ce moment-là, une vanne d'équilibrage TA, une vanne TA dans le bypass ici pour essayer de régler un débit. Mais on ne peut rien régler. Ici, on n'a rien à régler, donc on ne sait d'ailleurs pas comment la régler. Il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de clapet, il ne faut rien mettre du tout dans ce bypass. Ce qu'il va falloir, c'est régler correctement le débit des circuits pour qu'ils soient compatibles avec le débit qu'on fournit au niveau primaire. Donc attention à ces phénomènes-là. Alors bien souvent, ces problèmes de compatibilité de débit, eh bien, on essaie de les corriger. Alors je l'ai cité auparavant, en surdimensionnant les pompes. On a vu, ça ne fonctionne pas. Hein. Au contraire, on va dégrader encore plus la température. Certains, eh bien, ce qu'ils font, ils décalent les points de consigne des chaudières ou des groupes de froid ici de façon à compenser. Et finalement, si on a une surpuissance, eh bien, on va arriver à amener du 80 degrés sur l'installation. Et cette installation, eh bien, va être classée comme fonctionnant. Vous savez, c'est typiquement le gars dit non, non, ça marche. Mon installation, non, ça marche. À quel prix on le fait marcher? On fait marcher l'installation au prix d'enclencher de la puissance des chaudières alors qu'il ne faudrait pas, ou des groupes de froid qu'il ne faudrait pas installer. Et même chose sur certaines installations, on vient même changer une chaudière en groupe de froid par quelque chose de plus puissant, où on vient rajouter une chaudière pour combattre ce problème-là. Alors, on y arrive, on arrive à combattre ce problème-là en ayant rajouté une chaudière en groupe de froid. Donc, à quel prix on compense ce problème-là? En fait, tout simplement, les compatibilités de débit et les metteurs au point savent ça. Eh bien, ils vont régler simplement le débit secondaire égal au débit primaire, voire même, ils vont régler un léger sous-débit pour être sûr qu'il n'y ait pas de débit dans le mauvais sens dans ce bypass. C'est aussi simple que ça, mais c'est un impératif à vérifier quand on fera la rénovation d'une installation, vérifier ces éléments-là au niveau des interfaces hydrauliques. Voilà les points clés que l'on voulait aborder aujourd'hui. Alors, c'est un lourd sujet, le problème de ces rénovations hydrauliques, et c'est vraiment un haut sujet d'actualité, comme nous l'a cité Antoine en introduction. Ici, vous avez vu avec Laurent la partie qualité d'eau, maintien de pression de l'installation qui est primordial. On vient de parler des interfaces hydrauliques et des points d'attention que l'on devra prendre en compte sur ces interfaces hydrauliques. Dans la prochaine session, le 26 novembre, on va s'attaquer à un sujet qui est de haute importance au niveau de la distribution, les pompes à vitesse variable, pompes à vitesse constante, hauteur monométrique de pompe, l'autorité des vannes de régulation, la conversion des installations du débit constant au débit variable, avec les avantages, mais également les points d'attention. Le rééquilibrage de l'installation, ou pour cette installation, l'équilibrage, comment on va le mener, avec quelle technologie. Et puis enfin, on regardera au niveau de l'unité terminale s'il y a lieu de faire en termes d'équilibrage, en termes de campagne de remplacement des robinets manuels et thermostatiques, mais comment est-ce qu'on mène ces campagnes, et puis également des conversions de débit, fonctionnement de tout ou rien en modulant avec les avantages de la régulation modulante. Donc, ça fera l'objet de la deuxième partie, et on espère avoir le plaisir de vous avoir dans cette deuxième partie. Voilà pour cette première partie, et puis maintenant, on peut passer aux questions, si jamais il y a des questions que vous avez eues pendant cette présentation. Merci Eric. Donc, en effet, on a des questions. Je commence par la première. Donc, concernant le graphique que j'ai montré en début de présentation pour segmenter les travaux de rénovation.
Donc, bonjour. Donc, commencer par le changement des chaudières n'entraîne pas un surdimensionnement de la production si les travaux d'enveloppe sont réalisés plus tard. Alors, oui, c'est en fait une question très judicieuse. Il va falloir faire certainement une petite optimisation hydraulique, mais le propos principal ici, c'était de montrer que finalement, en réalisant une rénovation, un remplacement de chaudière par une chaudière performante et quelques ajustements hydrauliques, on peut atteindre les mêmes performances énergétiques qu'en faisant finalement une modification du bâti. Donc à un coût très inférieur, on peut avoir un impact rapide sur la consommation énergétique. Et puis par la suite, dans le futur, on pourra envisager une deuxième phase de rénovation sur le bâti. Mais globalement, si l'équilibrage dans un premier temps a été fait lorsqu'on avait le bâti non rénové, il sera maintenu proportionnellement, notamment si on utilise des régulateurs de pression différentiels. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Donc, je vais passer à la deuxième question. Est-ce que l'on peut faire appel à vos services pour réaliser un diagnostic hydraulique d'une installation et quel est le coût? Est-ce que, Eric, tu peux prendre la parole? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est une bonne question et on est souvent sollicité pour ça. Oui, alors on a plusieurs, on va dire, niveaux de services que l'on peut amener pour vous aider dans des opérations de rénovation hydraulique. Il y a d'abord des outils de diagnostic hydraulique, que ce soit les appareils de mesure, des logiciels de calcul. Donc ça, c'est à votre disposition pour pouvoir faire cette expertise hydraulique du site. Ensuite, bien sûr, on a, nous en interne, développé cette expertise et on va pouvoir vous conseiller du mieux possible avec vos responsables techniques au niveau régional, qui sont tous d'un niveau technique élevé, qui vont pouvoir vous accompagner, vous donner des conseils. Et puis également, on a mis en place IMI Hydronique, c'est au niveau international, hein, un bureau d'études, c'est 15 ingénieurs qui sont à même, et on a déjà fait plusieurs opérations en France, qui sont à même de reprendre à ce moment-là vos plans d'installation et de vous indiquer quelles sont les modifications, quelles sont les vannes qu'il faudra mettre en place ou les maintiens de pression, le dimensionnement également, et de revoir également la partie hydraulique qui ne concerne pas directement notre matériel, mais la tuyauterie, les hauteurs volumétriques de pompe. Ils vont faire un calcul hydraulique complet de l'installation. C'est un service qui est gratuit, hein, que l'on met à disposition de façon à vous accompagner, à vous aider dans cette démarche de rénovation hydraulique d'installation. Merci, Eric. Alors, je voulais revenir sur un petit point. Donc, le graphe tout à l'heure que j'ai décrit sur les travaux de rénovation, c'est une étude qui n'a pas été réalisée par nous, mais par le bureau Pouget Consultant et CJBA. C'est important de le noter. Donc, question suivante. Pour les installations de froid, quelles sont vos recommandations concernant les dégazeurs, technologies et emplacements? Laurent, tu peux peut-être prendre la parole là-dessus? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Pour la production de froid, comme on l'a vu, la température fait que les séparateurs de microbules ne sont pas forcément actifs. Il faudra privilégier une centrale de dégazage. Et d'ailleurs, cette centrale de dégazage sera placée sur le retour de l'installation. Merci. Donc, très bien. Au niveau de la production, chaudière et groupe de froid, on rencontre souvent une boucle de Tickelmann. Est-ce qu'elle est nécessaire? Faut-il la conserver ou la refaire en cas de changement des chaudières? Oui, bonne question et point intéressant, effectivement. Alors, pour ceux, alors peut-être les plus anciens, peut-être moins les plus jeunes de la profession, vous savez ce qu'est la boucle de Tickelmann. C'est une astuce hydraulique qui était utilisée dans le temps, une boucle de tuyauterie pour faire l'équilibrage j'ai envie de dire, des anciennes chaudières à faible perte de charge, quand on avait des chaudières identiques, 3 fois la même chaudière, alimentées par une pompe commune par les pompes des réseaux d'ailleurs, c'est des réseaux directement qui revenaient au niveau des pompes au niveau des chaudières. Et à ce moment-là, on se rendait compte que si on n'y faisait pas attention, on avait un déséquilibre hydraulique. C'est normal, le déséquilibre est quelque chose de naturel entre ces chaudières.
Et donc, en faisant la boucle, ce qu'on appelle la boucle de Tickelmann, finalement, on fait en sorte qu'on ait la même longueur de tuyauterie d'alimentation pour toutes les chaudières. Et puisqu'on a la même longueur de tuyauterie, finalement, on fait l'équilibrage de ces chaudières. Alors ça, c'était valable quand on avait à faire des anciennes chaudières, faible perte de charge, donc un bout de tuyau en plus ou en moins avait une importance. Quand on a 3 fois la même chaudière, si je prends le cas de 3 chaudières, hein, si vous avez des chaudières qui sont différentes, une chaudière au rendement, condensation, et puis vous avez gardé l'ancienne chaudière en secours, oubliez, hein, ça n'a aucun sens de faire une boucle de Tickelmann. Si vous avez des chaudières modernes qui ont des pertes de charge relativement beaucoup plus élevées, de 10 kPa, 15 kPa, voire plus, le bout de tuyau ne sert à rien non plus. Et si vous avez également une pompe par chaudière ou par groupe de froid, ça n'a aucun sens de faire une boucle de Tickelmann. Donc, vous voyez que si vous avez toutes les 3 conditions que je viens de citer, ça n'a pas d'intérêt de maintenir la boucle de Tickelmann et surtout pas de la refaire en cas de rénovation si elle a aucune utilité. Donc, ça ne va pas gêner. Hein. Si vous la faites, ça ne gênera pas. Et certains, je ne sais pas pourquoi, ils tiennent absolument, mais honnêtement, ça n'a peu d'intérêt avec les chaudières ou les montages que l'on fait actuellement. D'accord, merci Eric. Donc une solution pertinente dans certains cas à l'époque, mais plus d'actualité. C'est ça, comme dans toute chose, il faut se poser la question pourquoi est-ce que l'on faisait ça à un moment donné, et finalement, est-ce que c'est toujours justifié aujourd'hui? C'est la question qu'on doit se poser. Merci. Prochaine question. Lorsque l'installateur refait une chaufferie dans son intégralité, est-ce que l'installation d'un maintien de pression et une centrale de dégazage peut permettre de supprimer les pots à bout, notamment ceux en dérivation? Alors, je vais pouvoir répondre à cette question. Non, la centrale de dégazage et un bon maintien de pression ne dispensent pas de l'installation d'un pot à bout, car en fait, tout au long du cycle de vie de l'installation, de sa mise en œuvre jusqu'à la fin de la durée de vie du bâtiment, il y aura création de boue nécessairement. D'une part, à la mise en œuvre, parce que sur tout ce qui est matériel entreposé, stocké, tuyaux mis à l'air libre, il y aura des couches de particules qui vont se déposer sur ces composants. Et une fois qu'on les mettra en fonctionnement dans l'installation, il y aura entraînement avec le débit de toutes ces particules et création de boue. Il y aura également des interactions entre les différents matériaux utilisés dans l'installation. Et puis détachement de certaines particules des matériaux neufs qui, une fois en fonctionnement, avec notamment l'élévation de la température, vont être séparés de ces composants et entraîner la création de boue. Donc non, on ne peut pas se dispenser de ces pots à boue. Concernant la deuxième partie, donc on parlait de pots à boue en dérivation. Donc on peut en effet, il y a 2 possibilités, le mettre en dérivation ou en ligne. L'intérêt de le mettre en ligne, notamment à la mise en œuvre du bâtiment, c'est qu'on va traiter l'intégralité du débit et qu'on va éviter le dépôt de boue dans la distribution de l'installation, dans les radiateurs, dans les unités terminales. Donc c'est pourquoi on va préférer traiter le débit intégralement plutôt qu'une partie du débit en dérivation. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Question suivante. Imaginons que la compatibilité des débits soit obtenue pour le débit maximal. Comment être sûr qu'elle soit maintenue quand les terminaux et la production régulent? Oui, ça de nouveau, c'est un bon point, une bonne question. Effectivement, on va s'assurer de la compatibilité de débit quand on est à 100%, quand on est à condition nominale de fonctionnement. En fait, si vous faites ça, vous aurez à ce moment-là la compatibilité à toute charge. Si vous êtes en modulant, on l'a vu, en modulant, de toute façon, l'installation consomme moins de débit que ce que vous fournissez au niveau de la production. Et c'est d'ailleurs un des avantages de la régulation modulante. Voilà, 50% de puissance, vous n'avez besoin que de 20% de débit. Mais 50% de puissance, ça veut dire que vous avez 50% de votre production qui est enclenchée et donc 50% du débit au niveau de la production. Donc vous fournissez 50% au niveau de la production et vous avez 20% au niveau de la distribution. Vous voyez que vous êtes compatible. Vous avez un surdébit production par rapport à la distribution. Vous l'avez à toute charge. Et en tout ou rien, vous avez exactement
la même consommation, on va dire, en débit au secondaire que ce que vous fournissez au primaire. Donc, si vous avez assuré la compatibilité de débit à 100% de la charge, vous l'aurez également à toute charge en tout ou rien. Donc, dans les deux cas, vous n'aurez pas de souci. Je le répète, la régulation modulante, on n'a pas détaillé ici. Un des avantages, c'est que votre débit consommé dans l'installation est toujours très inférieur à ce que vous produisez. Et donc, les coûts de pompage et les températures de retour sont meilleurs. Donc, pour répondre à la question, oui, vous aurez la compatibilité à toute charge. Merci, c'est très clair, Eric. Une autre question. Bonjour, donc pour l'audit hydraulique, est-ce obligatoire d'avoir des moyens de mesure, manomètre, thermomètre, et sinon, comment faire? Ça, je pense qu'on est plusieurs à pouvoir répondre à cette question-là. Je donne quelques éléments, vous pouvez compléter si vous voulez. Je pense que c'est vraiment incontournable. Incontournable dans notre métier, la mesure débit, pression, température. Eh bien, si on ne sait pas faire ces mesures-là, oubliez les diagnostics hydrauliques de votre installation. Quelles que soient vos compétences, d'ailleurs, quelles que soient les compétences, on peut être ingénieur, avoir 30 ans d'expérience dans le métier, etc., etc. C'est pas en touchant la tuyauterie, savoir si elle est chaude, si elle est froide. C'est pas en mettant un tournevis sur la tuyauterie, savoir s'il y a du bruit, si ça circule, bien que je sais que ça s'est fait ou ça peut se faire toujours. On a besoin, nous en tant que techniciens, de pouvoir mesurer pour pouvoir analyser correctement. Donc, mesure, c'est très simple, c'est une mesure de température, mesure de pression statique pour les maintiens de pression, pression différentielle pour tout ce qui est circulation, automatique de pompe, perte de charge de réseau, équilibrage de l'installation, et puis le débit, est-ce que je l'ai débit ou pas? Quand j'ai ces trois paramètres, ça y est, je peux commencer à travailler, je peux commencer à comprendre comment se porte l'installation. Donc là, c'est très très clair, sans mesure, point de salut. On peut oublier des rénovations correctes d'installation. Ça, c'est pour ma part, je ne sais pas si vous voulez compléter le reste de l'équipe. Alors oui, c'est une question intéressante. Moi, je partage en effet cette analyse. On ne voit pas grand-chose de ce qui se passe dans les tuyaux, dans les radiateurs, dans tous les composants sur l'installation de chauffage. On ne peut pas voir à travers. Donc, c'est des matériaux, du métal. On ne peut pas, à vue d'œil, on ne peut pas savoir ce qui s'y passe. Donc, en effet, on a besoin de mesures. Parfois sur le bâti, pour déterminer si on a une isolation intérieure ou extérieure, on va toquer sur les murs pour savoir si c'est un mur porteur, etc. Mais dans l'hydraulique, c'est pas possible. Et donc, on a besoin de précision pour pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions. Je compléterai par un élément, tout ce qui va être dans l'expansion, ça donne qu'il y a des valeurs qui vont être physiques. Une odeur statique, on peut sortir dehors, compter le nombre d'étages. C'est vrai qu'avec un mano, ce serait plus facile. On peut regarder la puissance des chaudières, dialoguer avec l'exploitant qui, lui, a la connaissance de quelle température il a en général. Par contre, si on veut vraiment partie équilibrage, là, je vous rejoins tous les deux, c'est effectivement indispensable. Je mettais un petit bémol sur l'expansion qui a un peu plus de facilité parce qu'on a la chance de pouvoir voir le bâtiment lui-même, comme tu as dit, effectivement, Antoine. On ne va pas toquer sur le mur, mais on peut voir, tiens, dehors, il y a combien d'étages? Ah, je sais, bah tiens, la chaufferie est en terrasse, je sais ce qu'il y a en dessous. Je peux voir physiquement la chose, je peux aller. Mais il faut aller bien sûr sur place. Un audit par téléphone n'est pas envisageable. Ça, c'est un peu souvent le cas. Et, ah ben non, mais dites-nous. Non, il faut aller voir sur place, il faut se rendre compte qu'il y a 3 chaudières, donc on n'aura pas le même fonctionnement, comme a expliqué tout à l'heure Eric, on n'aura pas les mêmes éléments. Donc il est nécessaire d'avoir des informations, mais pas forcément des mesures pour la partie expansion. Par contre, la partie équilibrage, effectivement, ça c'est indispensable. On verra d'ailleurs dans la deuxième partie de ce webinaire, on verra comment diagnostiquer hydrauliquement un réseau avec des mesures faites à partir de l'appareil de mesure, comment interpréter ces mesures pour diagnostiquer hydrauliquement son réseau. Donc ce n'est pas uniquement mesurer une vanne, mais c'est de mesurer le comportement du réseau lui-même. On abordera ce point-là dans la deuxième partie de ce webinaire. Donc, merci pour cette réponse complète. Donc, j'ai encore deux questions. Alors, la première, Max P, on m'a toujours appris à avoir 15% de surdébit entre primaire et secondaire. Ce forfait est-il toujours d'actualité? Eric, tu peux y répondre? Oui. En fait, ce que l'on cherche à avoir, c'est, comme je l'ai décrit tout à l'heure, c'est de s'assurer que
à pleine charge, à la puissance nominale, on n'aura pas un débit qui remonte, on va dire, à l'envers dans la bouteille. C'est-à-dire qu'on a de l'eau de retour d'installation. Alors, si on est en chauffage, c'est de l'eau froide qui va se mélanger à de l'eau départ qui est chaude pour faire une température qui a chuté sur le secondaire, ou inversement en froid. Donc, avoir ce débit parasite qui remonte dans la bouteille. En réalité, ce débit, on ne l'aura pas si on a déjà fait l'égalisation. Si j'ai 100% de débit au primaire et si je prends 100% au secondaire, vous voyez, je suis capable de régler précisément 100% secondaire, ben, je n'ai pas de débit de remélange. Ça va? Alors, les metteurs au point qui ont de l'expérience du métier, en fait, généralement, ils ne vont pas aussi bas que, alors je ne connais pas cette information de Max P, de Maxime Perret, ils ne vont pas à 15%, en fait, ils vont régler généralement 5% de débit en dessous au niveau secondaire par rapport à ce que fournit le débit primaire. Ça va? Donc, si j'ai 100 au niveau primaire, ils vont régler à 95 le secondaire. Pourquoi? Parce qu'en réglant à 95, ils savent qu'ils ne vont pas affecter la puissance sur les radiateurs, sur les batteries, puisqu'on est dans une plage de débit qui n'affecte pas la puissance, et ils sont sûrs de ne pas avoir ce remélange à la bouteille. Donc, c'est plutôt cette valeur de 5%. Au-delà, évidemment, on va dire, c'est encore plus sécuritaire, si j'ai envie de dire. Merci Eric pour ces précisions. Donc j'attaque la dernière question. Dans le cas où on n'a pas de pompe côté primaire, chaudière sans débit mini, réseau de chaleur, on s'affranchit de tous les problèmes d'interface. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, eh bien oui, oui, ça c'est plus que vrai. Si j'ai pas de en fait de séparation, de nécessité de séparation hydraulique entre le primaire et le secondaire, c'est-à-dire que si par exemple j'accepte de faire travailler mes chaudières à débit variable et même d'aller à 0% de débit. Si mes réseaux derrière sont fermés, j'accepte mes chaudières. Voilà, le fabricant de la chaudière me dit moi ça va, la chaudière va résister, j'ai pas de problème. À ce moment-là, je n'ai pas besoin d'avoir ce débit constant sur la chaudière ou ce débit minimal. On avait abordé dans le webinaire, je peux me tromper, mais je crois que c'est le 3e, la notion de débit minimal nécessaire sur les chaudières, sur les groupes de froid et sur les pompes. Ça va? Et donc ça, c'est vraiment une donnée du fabricant qui va nous dire, voilà, j'accepte ma chaudière puisse chuter, mettons, à 80% de son débit nominal. Ou alors, j'accepte qu'elle aille à 0, elle peut accepter 0. Même chose pour les pompes, même chose pour les groupes de froid. Les groupes de froid, généralement, on n'accepte pas trop de descendre trop bas en débit et on aura cette interface hydraulique. Mais si le fabricant, la conception de l'installation admet un débit 0 sur les chaudières, qu'on n'a pas besoin de débit minimal de circulation, on n'aura pas d'interface hydraulique, et c'est encore mieux, puisqu'à ce moment-là, on n'a pas de risque de dégrader les températures de retour sur les chaudières, notamment les chaudières à condensation. Donc, effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas de bouteille. Et s'il n'y a pas de bouteille, il n'y a pas de remélange. Et donc, on a supprimé le problème de compatibilité de débit. C'est tout à fait juste. D'accord. Alors, en fait, je pensais que c'était la dernière question, mais il y en a d'autres, 2 autres. Donc, je vais les traiter. De plus en plus d'installations sont en changeover. Comment dimensionne-t-on la bouteille de Bipass en 2D ou 3D ou autre méthode? Alors, je me permets du coup de répondre. Donc, on avait dit 3D maxi pour le chauffage, c'est ce que tu nous as donné, Eric, et 2D pour le froid. Donc, on va partir sur finalement la plus basse de ces valeurs. Donc 2D, puisqu'on parlait de 3D maximal en chauffage, donc on sera sur un 2D en changeover. Est-ce que tu me confirmes ça, Eric? Oui, tout à fait correct. Et c'est un point également qu'on avait abordé alors dans un autre webinaire qui était le précédent sur le changeover, justement. Et cette problématique d'interface qui peuvent travailler en chaud et en froid. Et à ce moment-là, l'interface par nature va se retrouver être surdimensionnée dans un cas ou dans un autre, et notamment pour le froid, comme tu l'as noté. Ça veut dire qu'on va travailler effectivement avec un simple bipass ou 2D maximum, voire on va changer le piquage et on va faire un 3 piquages comme je l'ai décrit précédemment sur le ballon. Ça sera probablement la solution de faire un système à 3 piquages. Ok. Et enfin, là, cette fois, c'est vraiment la dernière question. Comment faire les points de mesure débit et pression différentielle sur des pompes sans manomètre et avec uniquement une puissance?
Et donc Ok. là, on aura besoin a priori d'un point de mesure comme une vanne d'équilibrage qui permettra de mesurer le débit et la pression différentielle. Oui, bon, déjà des manos sur les pompes, c'est quand même plutôt courant, hein, Oui, c'est quasiment presque systématique. Alors, par contre, là, je rejoins probablement la question ou la remarque. Les manos sont pas forcément opérationnels ou des fois ils sont d'une telle imprécision, c'est-à-dire qu'on a mis un manomètre gradué au bar près. Donc là, j'exagère quand même, je grossis le truc, mais donc la lecture devient très aléatoire. Donc, on va pouvoir quand même, et ça fera partie aussi de la prochaine partie, donc de prochaine session de ce webinaire, on va pouvoir mesurer la hauteur manométrique de pompe à partir des vannes d'équilibrage que l'on va avoir sur le réseau. Et on va même aller plus loin parce que on regarde souvent la hauteur manométrique de la pompe au départ de l'installation. C'est évidemment une information que l'on doit vérifier, ça n'a pas de problème. Mais ce qui nous intéresse en fait en réalité, c'est la hauteur manométrique de pompe qui est disponible dans l'installation, en divers points. Si je suis par exemple dans le bâtiment numéro 3, au 5e étage, que me donne la pompe à cet endroit de l'installation? Et ça, c'est une information qui est cruciale, qui est essentielle quand on fait du diagnostic hydraulique. Eh bien, on verra comment est-ce que l'on peut mesurer facilement cette hauteur manométrique qu'on appelle disponible à n'importe quel endroit de l'installation à partir d'une mesure sur une vanne. On va voir ça parce que c'est vraiment un élément très très important du diagnostic hydraulique d'un réseau. d'accord, merci Eric. Alors, du coup, on va pouvoir clôturer ce webinaire, cette session questions. J'espère qu'il vous aura été profitable. Je remercie Eric et Laurent pour leur participation. Vous recevrez une enquête de satisfaction juste après le webinaire. N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques. Et puis, vous pouvez également poser toutes vos questions ultérieurement par mail ou à vos interlocuteurs locaux. On y répondra. Et on se donne du coup rendez-vous le mois prochain, le 26 novembre, pour la deuxième partie de ce webinaire sur cette fois l'audit de la distribution et des unités terminales pour réaliser une rénovation hydraulique de qualité. Voilà, merci à tous. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci Antoine. Au revoir.